Voilà, je vous propose tout doucement de commencer. Donc, bienvenue à tous pour cette saison 3 des agriwebinaires qu'on a développée au sein du SPOE ARNE. Et donc, cette saison va porter sur l'économie agricole. On va voir des chiffres et des indicateurs de rentabilité. Alors, au programme de cette saison 3, on a un épisode aujourd'hui qui va se concentrer sur les grandes cultures. On verra le 5 mars un épisode sur l'élevage. Puis ensuite, le 19 mars, on verra les modifications et les points d'attention par rapport à la PAC, avec les aides qui sont payées au niveau des exploitations. Le 2 avril, ce sera sur le contrôle agricole, comprendre pour mieux s'y préparer. Et on terminera déjà cette saison 3 le 16 avril avec la mécanisation et la rentabilité. Vous trouvez un bon équilibre entre les deux. Alors, avant de céder la parole à nos orateurs du jour, on va faire les petits rappels d'usage et du fonctionnement de ces agri-webinaires. Donc, ceux-ci sont enregistrés et les présentations seront mises à disposition sur la chaîne YouTube du SPOE RNE. Je vous invite d'ores et déjà à les revoir si vous avez loupé les épisodes des 2 premières saisons. Alors, vous l'aurez certainement remarqué, les participants ont par défaut les caméras et les micros qui sont coupés, mais vous pouvez toujours interagir avec nous dans l'onglet Conversation et il y a un onglet spécifique qui est pour les questions et réponses. Alors, la petite particularité de cet onglet, c'est que les questions se font par le dessus et pas par le dessous comme dans l'onglet Conversation. Et donc, vous avez une petite bulle là où vous pouvez démarrer une nouvelle discussion et y mettre votre question. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, l'épisode va porter sur les grandes cultures. On va voir les chiffres clés et les perspectives. Alors, au programme, les chiffres clés vont être présentés par notre collègue Olivier Misère, qui travaille à la direction de l'analyse économique agricole du SPOE ARNE. Et puis, on aura une partie pour l'aspect prospectif, une analyse des marchés de céréales par Jean Wart, qui travaille à la SCAM. Et ensuite, en fin de séance, on aura un moment pour récolter vos questions et échanger avec nos orateurs. Et donc, sans plus tarder, je vais te céder la parole, Olivier, et faire le partage d'écran. Oui, merci à tous. Je vais partager donc la présentation. J'espère qu'elle est, Je confirme, elle est bien. visible. Oui, effectivement. Donc, en une petite demi-heure, on va essayer de faire un rapide tour finalement de la situation au niveau économique, évidemment, des grandes cultures en Wallonie, avec quelques chiffres clés, quelques perspectives. Et si je voulais reprendre un slogan d'une société qui fait dans la gastronomie belge, entre vous et nous, c'est une histoire de coûts. Je vais donc analyser avec vous énormément de chiffres sur, évidemment, cet aspect de l'agriculture. Alors, c'est la suivante. Tout d'abord, quelques mots à propos de nous, justement, d'où viennent les chiffres que je vais vous montrer. Eh bien, tout simplement, si je puis dire, d'un réseau d'exploitation, environ 400 à 450 exploitations réparties un peu partout en Wallonie, donc pas uniquement dans les zones de grande culture, exploitations dans lesquelles nos comptables vont se rendre, collecter tous les documents, factures, ventes, achats, etc., et tenir ainsi une comptabilité de gestion pour ces exploitants. Et nous allons nous récupérer en fait cette masse de données et la valoriser. Et vous en avez aujourd'hui une présentation finalement de ce travail. Et vous avez également accès, après la présentation, bien sûr, à un de nos principaux délivrables, qui est le site de l'État de l'agriculture wallonne, qui va reprendre une bonne partie finalement de synthèse finalement de toutes ces données qui sont collectées. Et aujourd'hui, dans les analyses, on va se focaliser sur les productions agricoles et évidemment sur l'aspect des grandes cultures, où vous trouverez toute une série de fiches qui décrivent d'une part les exploitations spécialisées en grandes cultures et également des fiches par culture pour les principales d'entre elles, pour lesquelles on a une masse de données suffisante que pour les publier. Et comme Florence l'a souligné, dans les
semaines qui suivent, vous aurez d'autres agri-webinaires avec notamment des présentations sur l'élevage, soit laitier ou viandeux par ailleurs. Alors, entrons dans le vif du sujet, en 3 gros morceaux, je vais dire, suivis d'une petite conclusion. On va tout d'abord aborder un aspect sur les revenus, l'évolution des revenus et des produits et charges de l'exploitation orientée en grande culture, avant de descendre ensuite dans l'analyse, plutôt par culture, alors, des marges que l'on peut espérer et observer, je vais dire, pour ces différentes grandes cultures, avant de finalement arriver à un point d'analyse très pointu qui est finalement pouvoir calculer, estimer un coût de production ou un prix de revient pour les éléments, je vais dire, qui sont produits par ces grandes cultures. Et qui est un point évidemment très important pour l'agriculteur, savoir finalement à quel prix est-ce qu'il produit et comparer ça à son prix de vente. Alors, commençons par le début, mais qui en soi est une fin. Le revenu, finalement, est le résultat du travail de l'année de l'exploitant. Et une des raisons pour laquelle le service public dispose de comptabilité et de gestion, c'est notamment de pouvoir suivre l'évolution, finalement, de l'activité agricole au niveau rentabilité, au niveau revenu, avec les autres secteurs de l'économie du pays. Et donc, on va comparer le revenu à ce qu'on va appeler le revenu comparable hors agriculture, hein, donc notamment des salariés, etc. Et on voit qu'avec le temps, il y a eu forcément une évolution à la hausse des salaires, avec des indexations et des hausses relativement marquées d'ailleurs ces dernières années. Ça, ce n'est pas une surprise, on le sait, mais quel a été, sur ce laps de temps, finalement, le résultat ou le revenu en agriculture? Bien, vous avez en rouge la courbe du revenu du travail par unité de travail, hein, de l'exploitation moyenne wallonne. Donc c'est une exploitation entre guillemets fictive qui aurait un peu de bovins laitiers, un peu de bovins viandeux, quelques porcs, quelques poules, un peu de froment de betterave, etc. Et donc qui n'existe pas en tant que tel, mais c'est une moyenne, on va dire pondérée, de l'ensemble des variétés d'exploitation qu'on a sur la Wallonie. Et ça n'est pas réjouissant quand on voit évidemment ici en rouge la situation agricole par rapport aux autres secteurs d'activité depuis le milieu des années 90, donc un petit peu avant ici le début du graphe. Eh bien, on a tout doucement eu un écart qui s'est amplifié et on a vraiment ici qu'en 2022, hein, qui est quand même une année un peu spéciale, où le revenu en agriculture est revenu finalement à un niveau équivalent à celui d'autres secteurs économiques. Alors ça, c'est toute exploitation agricole confondue. Si maintenant je prends exclusivement, donc je refais un tri dans notre échantillon finalement d'observation, et que je regarde les exploitations qui sont orientées en spécialisation grande culture, donc on ne peut pas se retrouver avec un troupeau de bovins laitiers ou viandeux, etc. On voit que la situation en moyenne est un peu meilleure quand même, hein. On a quand même, pendant toute une durée de temps, un revenu du travail qui est aussi très proche du revenu comparable. Il y a eu une période quand même où clairement on est descendu. En 2016, pour ceux qui s'en souviennent, c'était une très mauvaise année en termes de rendement et de prix, pratiquement dans toutes les cultures. Et donc il s'est marqué très très fort, avant de remonter en 2022 à des sommets. Il n'y a que les laitiers qui sont arrivés à encore faire un peu mieux. Et on remarque ici en 2024, donc la dernière année comptable dont on a tout l'exercice clôturé, eh bien, que l'exploitation orientée grande culture n'a jamais été aussi proche finalement de la moyenne, donc quelque part à contre-performer comparativement à ces années précédentes. Donc ça veut surtout dire que c'est les autres secteurs d'activité, qu'ils soient laitiers ou bovins viandeux même, qui ont connu, hein, une meilleure année finalement que la grande culture, qui elle a quelque peu patiné déjà en 2024. On voit donc ici, en 2024, qu'on est quand même en retrait, et
2025 ne sera évidemment pas beaucoup plus florissant que ça. Les rendements ont certes été meilleurs, mais les prix ne se sont certainement pas améliorés, que du contraire. Et donc, 2025 sera sans doute, même si on n'a pas encore clôturé évidemment, au moins aussi mauvais que 2024. Alors, on peut observer aussi, que ce soit pour les grandes cultures, mais c'est également valable, cette observation, pour les autres secteurs d'activité agricoles, évidemment, hein. Ce sont de très grandes variations entre les années. On va pouvoir gagner 10 ou 15 ou 20 000 euros en plus d'une année à l'autre, mais on peut tout aussi bien, si on voit de 2022 à 2023, avoir une chute de plus de 20 000 euros en passant d'une année à l'autre. Alors ça, c'est en théorie, quelque part, en clôturant l'exercice comptable. Il faut mettre aussi là derrière tous les mouvements financiers, hein, et notamment en grande culture. Quand on est en train de semer ou de faire ses premiers traitements, on est encore très loin d'avoir le revenu de la culture. Donc, il y a aussi un déphasage au niveau financier qui est relativement important entre le moment où on va mettre les charges, hein, les mettre en terre quelque part, hein, avec les semences, etc., et le moment où on sera effectivement payé pour la production que l'on a livrée. Donc, voilà quelques points déjà d'observation sur les revenus. Et s'ils varient d'année en année, pour une même année, si on prend un groupe d'agriculteurs bien précis, donc des exploitations spécialisées en grande culture, bien, on peut voir ici les catégories de revenus qui vont de moins 30 000 euros par unité de travail, donc des gens qui clairement perdent de l'argent, hein, n'ont pas été capables de se payer, même de payer certaines de leurs charges, et des situations où on a des revenus de plus de 100 000 euros par travailleur. Il y en a un cinquième qui est dans cette situation bienheureuse, mais on a exactement le même pourcentage, hein, d'agriculteurs dans notre échantillon, donc qui sont en situation de revenus négatifs. Et je dirais, on peut même rajouter ceux qui sont entre 0 et 10 000 euros, pas dire que l'exploitation soit très florissante au niveau économique avec des revenus de ce niveau-là. Donc, malgré qu'on prend ici un échantillon d'exploitation très comparable quelque part, eh bien, il y a toujours des différences de l'un à l'autre, que ce soit en termes d'âge, de dimension d'exploitation, d'investissement en cours ou au contraire d'investissements qui sont totalement amortis et de gestion d'assolement, même si ce sont des grandes cultures, on a aussi des assolements qui sont différents d'une ferme à l'autre. Parfois de régions agricoles un petit peu aussi, même si elles sont situées essentiellement dans la zone grande culture. Alors ces revenus sont le résultat, si on veut, d'une part de la collecte de produits, hein, de recettes, et on va le voir après, de dépenses qui sont faites. Alors aujourd'hui, en exploitation grande culture, on tourne aux alentours de 2 860 euros par hectare pour 2024. Donc on a eu une chute des recettes au cours des 2 dernières années, hein, vu que 2022 était monté très haut. 80% d'entre eux proviennent des activités de production elles-mêmes, donc essentiellement pour les 3/4 des cultures commerçables, évidemment, et pour quelques exploitations qui ont parfois encore quelques bovins, un peu d'herbivores et des cultures fourragères. Et on a ce volet aide, ici en bleu, et si vous regardez bien, si vous êtes observateur, et en allant sur le site, vous pourrez même jouer avec les graphiques et ne visualiser par exemple que le montant des aides, mais vous allez remarquer qu'il s'érode avec le temps. Le montant en hectare progressivement diminue dans ces exploitations justement spécialisées en grande culture, hein, où finalement la convergence, etc., a été plus sensible évidemment que dans d'autres exploitations. Et la part des produits autres, elle évolue légèrement à la hausse. C'est parfois le fait de faire quelques travaux pour tiers, c'est parfois des paiements d'une récolte pour l'année suivante. Donc il y a quelques petites rubriques qui rentrent dans ça. L'évolution, si on regarde les 5 dernières années, hein, 2020 à 2024, comparativement aux 10 années précédentes, bien, on a une hausse, fort bien, de 18% finalement des 5 dernières années par rapport aux 10 précédentes. Ça, c'est si on considère.
c'est en euros courants, donc les valeurs telles qu'elles ont été mesurées en 2010, 11, etc. Si maintenant j'opère une petite conversion et que je travaille en euros constants, et donc que je corrige la valeur de l'euro 2010 en la ramenant à la même valeur que l'euro 2024, la situation est un peu différente. Il y a en fait, sur les 5 dernières années, finalement, pas eu d'évolution par rapport aux 10 précédents. On voit malgré tout qu'on se retrouve dans les années 2012-2013 avec des niveaux de produits, quelque part, qui étaient comparables, avec l'euro remis à sa valeur du jour, finalement, comparables à ceux de 2022. Ce qu'il y a eu ces dernières années, c'est plutôt la rapidité et l'intensité, je vais dire, des variations d'une année à l'autre. Après 2012, ça a diminué lentement. Ici, on vient de perdre sur 2 années pratiquement autant que ce qu'on avait ici sur 5 ans. Et on a eu toute cette période avec un niveau de produit quand même relativement bas au niveau des grandes cultures. Pour arriver à ces recettes, il a fallu évidemment s'octroyer ou s'autoriser toute une série de dépenses. Et les dépenses totales, elles peuvent être mises en 3 gros morceaux. Elles sont 2 950 € de l'hectare. C'est un peu plus par rapport aux 2060 € de produits. Donc on a un niveau de dépenses plus élevé que les recettes. Ça n'est pas bon. Maintenant, dans ces charges, on va voir qu'il y a notamment au niveau des charges de structure, certaines charges calculées. Donc on va calculer un intérêt sur l'actif qui ne sont pas réellement des dépenses, c'est plutôt de l'argent quelque part que l'agriculteur n'obtient pas s'il plaçait son argent à l'extérieur, je vais dire. Mais on a un tiers des charges qui sont des charges opérationnelles, ça je vais y revenir, les intrants, les charges variables, semences, engrais, phyto, travaux parquets, etc. La main-d'œuvre familiale, donc on va donner un coût au travail que l'agriculteur fait, sur base du nombre d'heures qu'il preste, grosso modo. Et les charges de structure, je vais très rapidement en dire quelques petits mots, mais je ne vais pas insister beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a d'une part les charges foncières, les fermages, les investissements, etc., en bâtiment notamment, qui ne sont pas nécessairement le point le plus sensible dans les exploitations grandes cultures. Et puis il y a l'autre volet qui est la mécanisation, mais pour lequel on se reverra donc à la mi-avril, qui fera l'objet d'un webinaire plus spécifique, mais qui est certainement aussi un point très important dans nos exploitations grandes cultures et même dans les autres. Au niveau des charges fixes, donc des charges de structure, donc là, juste un petit mot, on est aux alentours de 1 355 € de l'hectare en 2024. Et on voit que ça augmente tout le temps, progressivement. Donc on a à peu près 18%, tout comme les produits d'évolution. Par contre, si on ramène ça en euros constants, eh bien, il n'y a pratiquement, finalement, pas eu d'évolution. Donc, ce qui montre quelque part une certaine maîtrise ou qu'il n'y a pas vraiment de dérapage au niveau de nos exploitations en termes d'investissement, que ce soit en matériel, foncier et autres. Donc ça, c'est plutôt un aspect positif. L'autre point des dépenses, c'est évidemment toutes les charges d'intrants, les charges, ce qu'on appelle dans notre jargon les charges opérationnelles affectées, donc c'est vraiment les charges variables et qui n'ont finalement leur existence que parce qu'il y a de l'activité qui est dans l'exploitation. Vous n'allez pas acheter des semences de froment si vous ne cultivez pas de froment, en très résumé. Et on est aux alentours de 950 € de l'hectare. On voit que ces dernières années, il y a eu un boom et essentiellement lié à la partie orange ici, qui sont les engrais. En 2022, on a doublé, largement doublé le budget, je vais dire, pendant 2 ans pour la fertilisation. Alors bien que certains en ont mis un tout petit peu moins malgré tout, vu les prix, mais la dépense, elle était là. Et les autres postes, ils évoluent lentement et d'une année à l'autre, plus ou moins à la hausse, mais c'est nettement moins sensible. Ce qu'il faut constater, et là l'exercice est un peu plus amusant quand on travaille en euros constants, c'est qu'en fait, ces charges variables, dans l'absolu, elles ont diminué sur les 5 dernières années, malgré le pic qu'on a eu, comparativement au début des années 2010, eh bien, c'est moins élevé. On oublie qu'en 2008, il y a eu une crise financière, et qu'on a eu aussi une forte inflation par la suite, et qui est peut-être passée moins
mal perçu, je vais dire, par les agriculteurs, que les recettes à ce moment-là ont aussi augmenté, se sont maintenues pendant quelques années, alors qu'ici, elles redescendent quand même assez fort. Donc il y a une sensibilité aussi par rapport à la situation au niveau dynamique qui se passe. Si je me plonge maintenant culture par culture, parce que là c'est très globalement au niveau de l'exploitation, on va voir la marge brute finalement des activités. Donc en gros, la marge brute, ça va être la recette de l'activité. Donc pas d'aide, même s'il y a des aides parfois couplées pour certaines choses. Donc ici, je ne les considère évidemment pas. Dans les cultures que je vais voir, il n'y en a de toute façon pas. Et on va déduire essentiellement les charges semences, engrais, phyto et travaux d'entreprise dans certains cas. Sachez que dans certaines marges, pour les animaux, il y aura les aliments et les charges de cheptel, et dans certains cas, on prendra aussi des frais de rotation, mais qui ici sont mis dans les charges de structure dans la présentation ici. Mais on peut, au niveau des résultats, aujourd'hui, on met ces frais de rotation dans la marge brute. Voilà en vrac, je dirais, l'évolution de la marge brute de cette culture relativement importante, que ce soit au niveau surface, au niveau économique. Vous avez, je vais commencer par la deuxième, en brun, la courbe qui surplombe celle de toutes les autres cultures, c'est la pomme de terre, qui se trouve avec une marge brute de pratiquement 3 600 € en moyenne sur les 15 années, donc c'est la moyenne sur les 15 années, et avec des variations annuelles marquées, donc qui se retrouvent avec un coefficient de variation de 45%. Donc, ceux qui mettent des pommes de terre le savent bien. Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Hein, en général, c'est du yo-yo. On est monté très haut ici, et ici, on va redescendre beaucoup plus bas. La betterave, elle n'a pas un meilleur coefficient de variation. Elle a une marge brute qui est plus faible, évidemment. Je souligne tout de suite, donc la marge brute ne tient pas compte des charges foncières. Donc, celui qui met pommes de terre, qui tire une marge brute de 3 600 € de l'hectare, mais qui loue des terrains à 2 000 € de l'hectare, il lui reste finalement que ces 100 € pour payer aussi ses frais de mécanisation et son travail, etc. Donc il faut bien être prudent, c'est bien une marge brute en question ici. Et la betterave, on va avoir un creux. On a juste une hausse en 2022-2023 qui a déjà bien retombé. Et donc, ça, en moyenne, sur 15 ans, une marge plus intéressante, par exemple, que le froment, mais qui lui avait l'avantage, par exemple, d'avoir une marge beaucoup plus stable, même s'il y a des variations. L'épeautre se retrouve avec une marge un peu supérieure au froment, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais avec des variations un peu plus élevées. L'escourgeon, en général, fait un peu moins que le froment. Le colza est en retrait, hein, en termes de marge. Et une des cultures qui a la marge la plus stable, ben c'est par exemple la chicorée, c'est certainement pas la culture la plus facile, mais elle a une marge plus stable et une marge relativement intéressante. Alors, quand on fait la moyenne de ces différentes cultures en pondérant en fonction de la surface sur les années, on a une marge de l'ordre de 150 € de l'hectare pour ces cultures-là, avec une variation de 24%, un coefficient de 24%, donc inférieur, si ce n'est à la chicorée, à l'ensemble des cultures. Donc, ça montre simplement que l'évolution entre les cultures n'est pas la même, et heureusement, chaque année. Donc, parfois, une culture va bien et une autre va moins bien. Et donc, ça permet quelque part d'un peu stabiliser finalement la marge moyenne de l'exploitation. Encore heureux que c'est comme ça. Alors, cette marge, comment essayer parfois finalement de l'améliorer en travaillant sur ces intrants. Et donc là, je me suis livré un tout petit exercice. J'ai repris le froment ici en 2024. J'ai repris des exploitations uniquement en zone limoneuse, sablo-limoneuse. Hein, donc je n'ai par exemple pas pris d'exploitation du Condro, histoire d'avoir finalement un potentiel de production relativement similaire. Et j'ai fait un tri en prenant ceux qui avaient 25% d'usage ou de charge, en tout cas, d'intrants élevés, les 25% qui avaient les dépenses d'intrants, donc semences, engrais, phyto, les plus faibles, et puis le groupe moyen intermédiaire, donc qui est ici. Ça, ce sont ceux qui ont les hautes charges et ceux-là, les faibles charges.
Donc le niveau de charge d'intrant est donné ici. On va être de l'ordre de 700 € par hectare à 400, 500 € pratiquement pour ceux qui ont dépensé le moins. Et vous avez le rendement en froment, donc qui était de 7 tonnes pour ceux qui avaient dépensé le plus. La même chose pour les intermédiaires et un peu moins de rendement, de l'ordre de 6 tonnes 4 pour ceux qui avaient dépensé sur les charges. Mais au niveau de la marge, en fait, les gagnants sont ceux qui, finalement, avaient calculé au plus juste, quelque part, leurs intrants. Soit parce qu'ils les ont achetés moins cher, soit parce qu'ils en ont mis moins, il y a évidemment les deux. On me dirait 2024, les rendements n'ont pas été bons, très mauvaise année, les prix n'étaient pas nécessairement très élevés, donc ça peut s'expliquer. Mais j'ai refait le même exercice pour 2022, avec aussi des niveaux de charge, avec un écart relativement marqué, parce que là, les charges étaient relativement élevées, des rendements qui ont évidemment été impactés pour ceux qui en mettaient moins, et une différence de marge qui va toujours à l'avantage de ceux qui ont su maîtriser quelque part leurs charges. Donc, il faut rester conscient d'essayer d'arriver à maîtriser au mieux ses charges pour garantir non pas nécessairement le rendement le plus élevé, mais la marge la plus élevée, parce que c'est finalement ce qui importe. Or, en tant que fils d'agriculteur, j'étais quand même embêté, quelque part, de me dire, en mettre moins et avoir un rendement qui baisse, ça me chipote quand même un peu. Et donc, j'ai refait un autre tri et je me suis dit, je vais classer les agriculteurs maintenant, pour ici toujours du froment aussi, ceux qui ont finalement un rendement au-dessus de la moyenne ou en dessous, et ceux qui ont dépensé plus que la moyenne et ceux qui ont dépensé moins que la moyenne. Et je me suis posé la question, est-ce qu'il y en a qui arrivent à avoir un haut rendement avec des faibles charges? Et en fait, je me retrouve avec pratiquement un cinquième, hein, donc 20% du groupe qui rentre dans cette catégorie-là. Et à l'inverse, est-ce que j'en ai de ceux qui ont dépensé beaucoup, mais qui se retrouvent avec un rendement plus faible? Eh bien, il y en avait donc à peu près un cinquième aussi. Et regardez la différence de marge. On est ici pratiquement à 400 € de l'hectare de différence de marge. Donc, des agriculteurs qui produisent la même chose, finalement, sont arrivés à dégager pour la même culture pratiquement 400 € en plus que leurs condisciples qui ont finalement pourtant mis pas mal d'argent dans la culture où ça ne s'est pas traduit par un rendement. Donc, il y a toujours une marge de manœuvre qui est possible. En creusant un tout petit peu plus, ce qu'on constate, c'est qu'en général, ceux qui arrivent dans ce groupe-ci, et notamment dans le cas des céréales, ne sont pas nécessairement des exploitants, entre guillemets, spécialisés en grande culture. Ce sont parfois des éleveurs laitiers qui sont très bons en production laitière et qui ont peut-être 10 hectares de céréales et pour lesquels c'est moins important, si je peux dire, dans la balance du revenu de l'exploitation, et donc qui les gèrent peut-être un peu moins. Ils vont peut-être pas faire une pulvérisation à 5 heures du matin avec un mouillant, etc., pour avoir l'efficacité maximale, parce qu'à cette heure-là, simplement, ils sont en train de traire. Hein. Donc il y a derrière ces chiffres-là, il y a aussi une réalité, évidemment, pratique au niveau de nos exploitants. Mais ces écarts de marge, en céréales, ils peuvent aller de 300 à 600 € hectare en fonction des années, de 500 à 1500 pour les betteraves, et par exemple de 300 à 1200 pour les chicorées. Et donc, j'ai ici, voilà, pour la betterave en 2023, on observe, mais regardez, donc, on est pratiquement à 1500 € de différence de marge entre, je vais dire, ceux qui ont su maîtriser leurs charges et toujours garder un bon rendement. Voilà pour des chicorées. Donc, c'est le même genre de constatation. Alors, en quelques mots, coût de production et prix de revient. Un coût de production, je vais simplement sommer l'ensemble des charges variables, des charges fixes et du travail nécessaire pour produire, pour savoir finalement ce que ça me coûte de produire 1 kilo de céréales, une tonne de betterave ou de pommes de terre. Mais en agriculture, on va aussi vivre avec le fait qu'on reçoit des aides PAC, que pour certaines productions, il y a entre guillemets un sous-produit, par exemple la paille des céréales, qui a une certaine valeur, et donc il y a quelque part une autre source de revenus que simplement, par exemple, le grain.
Et donc, pour le prix de revient, on va prendre ce coût de production et je vais déduire alors une part des charges qui va être payée quelque part par ces autres sources de produits. Et c'est ça qu'on comparera finalement au prix de vente du produit principal. Alors, si je prends un froment, si je fais une moyenne 2020 à 2024 avec des meilleures et des moins bonnes années, un rendement moyen, toute région agricole confondue, de 8,5 tonnes par hectare et un prix moyen de 225 € tonne, bien, on va voir que j'arrivais à un certain niveau de production. Et les charges, pour y arriver, en termes de charges variables, de charges de structure et de travail de l'agriculteur, finalement, bien, on arrive à 2 440 € de l'hectare. Ça fait à peu près 288 € tonne de coût de production pour une tonne de froment ici, en l'occurrence. Si je regarde ce que j'ai eu comme autres produits, donc les aides, la paille, éventuellement quelques autres petits travaux qui ont été, par exemple, faits avec du matériel. J'ai une moissonneuse, je l'ai utilisée pour aller moissonner 5 hectares chez mon voisin. C'est une petite recette qui paye une partie des charges de structure. Et évidemment, la vente de mon grain, bien, je vois que je suis au-dessus de zéro. Je suis aux alentours de 300 € de l'hectare. Donc, quelque part, j'ai su payer toutes mes charges et j'ai su payer aussi mon travail, le travail de l'exploitant. Donc, en global, sur les 5 dernières années, c'était positif. Et donc, on calcule avec ces autres produits, finalement, un prix de revient de 192 € tonne pour arriver à comparer ça au prix moyen que j'ai eu sur les 5 années, donc de 225 € tonne, c'était bon. Si vous ne prenez qu'une année individuelle, prenons 2024, avec des coûts qui étaient sensiblement les mêmes que ceux-ci, avec 6,5 tonnes, on va arriver aux alentours de 360 € tonne. Alors évidemment, peut-être qu'on sera à 300 € tonne de prix de revient et qu'on aura vendu à 200 €. Il y a là un gap, il y a un trou de 100 € tonne au niveau finalement de la production de céréales pour cette année prise individuellement. 2022, c'était l'inverse, on était évidemment nettement plus positif. Et donc il faut voir ça sur une moyenne sur plusieurs années, comme on l'a vu pour les cultures. Pour les betteraves, on fait un peu le même exercice, mais je le présente ici un peu différemment, parce qu'on fait par exemple le calcul qui n'est pas encore disponible. Donc vous voyez ici, avant que ce ne soit diffusé par le SPF Économie, donc qui va mettre nos données à nous et à celles de nos collègues néerlandophones ensemble, de faire la situation du résultat net. Donc c'est vraiment cette différence entre les produits et toutes les charges de structure et main-d'œuvre comprises, de ce qui reste à l'hectare. Et vous avez l'historique pour les betteraves de 2010 à 2024. Vous voyez, quand c'est en orange, c'est en dessous de zéro, donc l'agriculteur, quelque part, a perdu de l'argent ces années-là, en moyenne. Et quand c'est en vert, c'est en positif. Il a au moins su payer toutes ses charges, y compris son travail. Et en moyenne, sur les 15 années, on est à 360 € par hectare en positif. Donc, sur la durée, je vais dire, la culture a été rentable, tout en sachant que si on se limite aux quelques dernières années, il y a quand même eu quelques-unes où ça ne l'était pas. Attention que ça, c'est la moyenne pour toute la région wallonne, qui est, en termes de betteraves, quand même essentiellement basée sur la région limoneuse, sablo-limoneuse. Vous êtes agriculteur maintenant dans le Condro et vous prenez 10 tonnes par hectare de rendement en moins, hein, tout aussi bon agriculteur que vous soyez, à un prix moyen peut-être de 36 ou 37, 38 € tonne. Ça veut dire que dans le Condro, toutes les petites barrettes vertes ici repassent en fait dans l'orange. Et donc là, évidemment, la situation est, au niveau de certaines régions plus particulières, nettement moins bonne, évidemment, que celle-ci. Mais vous voyez la disparité sur, finalement, un an ou deux de temps, comme elle peut être très grande. Les pommes de terre, je ne vais pas aller jusqu'au coût de production, mais simplement montrer, pour certaines cultures, on en arrive à des charges, donc simplement des charges d'intrants de pratiquement 3 700 € par hectare pour 2024, avec pratiquement tout qui augmente, que ce soit les plants, que ce soit l'engrais, les phytos, etc., les travaux d'entreprise.
Donc tous ces éléments-là pèsent doucement très lourd, hein. C'est une des cultures où la progression est la plus marquée, et on arrive rien que sur ces intrants pratiquement à 80 € tonne. Donc ça peut, à côté de ça, donc je l'ai dit, il y a encore toutes les charges de structure foncière, etc., à mettre en parallèle. Je regarde en même temps l'heure, mais je crois que je tiens pratiquement le bon timing. Et donc, en conclusion, de manière très très courte, bien, ce que je ne peux que vous conseiller de faire, c'est de comparer toujours les marges potentielles des cultures. Je dis bien potentielles parce que parfois des cultures que vous n'avez pas, et le fait d'avoir les valeurs des autres exploitants qui sont publiées, finalement, ben, vous permet parfois d'avoir une idée de ce qu'une culture peut dégager éventuellement comme marge. Vous aurez aussi celle des activités bovines qui sont montrées, hein. Je vous ai montré des marges de 1600 € en moyenne en grande culture. Pour vous donner un ordre de grandeur, en élevage bovin viandeux, on est à 600 € de l'hectare, hein. Donc il y a des différences parfois très marquées entre les activités, évidemment. Donc de toujours bien continuer à répartir le risque entre les cultures, hein, parce qu'on a parfois tendance à se spécialiser sur certaines activités, voire sur certaines cultures. Ça présente évidemment un risque de volatilité beaucoup plus grand. Mais ce qu'on observe aussi, c'est d'essayer au maximum de sécuriser ses prix et d'achat d'intrants, hein, en suivant au mieux les révolutions, en achetant au bon moment, et également essayer en partie, en tout cas, de sécuriser la vente d'une partie de la production avec, quand c'est possible, avec des prix qui sont peut-être pas toujours les plus élevés, mais au moins auxquels vous savez, vous ne perdez pas d'argent. Mais pour ce faire, il faut connaître avant tout ses propres coûts de production, ses propres prix de revient, hein. Donc quelqu'un qui se dirait: «Beh, moi je produis, des céréales à 170 € tonne», pourra se dire: «Si j'obtiens un contrat pour, les vendre à 190, c'est bon, je m'y retrouve au moins en partie». Il y en a d'autres qui auront des prix de revient qui sont peut-être à 220 et pour qui, ça ne sera évidemment pas intéressant. Donc c'est pour moi un exercice, très important, au niveau de l'exploitation, c'est d'essayer d'au moins d'avoir une idée de ses coûts de production. Alors, où pouvez-vous les trouver? Hein, vous êtes agriculteur, idéalement dans votre comptabilité de gestion, hein, ils sont soit directement indiqués ou en tout cas vous avez des éléments pour vous le calculer ou pour votre comptable, en tout cas vous aider à les calculer, hein, parce qu'il y a évidemment des répartitions de charges fixes à faire. On a aussi des motivés qui le font eux-mêmes, hein, grand bien leur face, mais sachez quand même qu'on peut le faire gratuitement pour vous, c'est toujours bon à savoir. Et n'hésitez pas à toujours visiter notre site où vous aurez aussi des valeurs de comparaison, hein. Vous avez vos chiffres, c'est bon de savoir finalement quelles sont les valeurs des autres pour pouvoir simplement vous situer. Voilà, je vous remercie pour votre excellente attention, hein. Vous avez été très sage, je ne vous ai pas entendu, mais c'est normal, paraît-il, les micros sont coupés. Merci beaucoup, Merci. Olivier. Alors, Donc je maintenant, on va prendre, j'arrête. Ah, tu sais même arrêter le partage. Oui. voilà, Voilà, parfait. on va prendre un petit peu de hauteur et donc on va voir avec Jean Wart quels sont les marchés des céréales. Je lui laisse la parole. Oui, simplement, merci pour l'invitation. Donc, en quelques minutes, je vais essayer de brosser la situation à un instant T. Il faut bien comprendre que c'est très, très compliqué et qu'en fait, depuis l'arrivée de notre ami Monsieur Trump, lors de son deuxième mandat présidentiel, il est clair que pour des traders et pour tous les acteurs de la filière céréalière, en tout cas, il est très, très difficile de tirer des conclusions. Je vais simplement m'attarder quelques minutes par la suite sur les fondamentaux du marché pour vous expliquer un peu ce qui se passe. Effectivement, quand je vois les prix de revient en céréales qui sont indiqués par le magnifique travail des comptables, de la comptabilité que je viens de voir, c'est clair qu'il y a intérêt à se poser quelques questions. Donc, voilà. L'arrivée de Trump, évidemment, les droits de douane, excusez-moi, je vais demander, parce qu'ils font des travaux à la cave, 30 secondes, je vais demander qu'ils arrêtent. Attendez.
Oui, en attendant, on peut peut-être On peut voir. poser une question à Olivier? C'est fini. Donc, l'arrivée de Trump, les droits de douane, je ne vais pas vous expliquer plus avant, mais effectivement, ça pose de gros soucis au niveau des échanges internationaux et dans les rapports Chine, Canada, États-Unis et autres. Donc, c'est clair que ça a faussé et ça fausse encore aujourd'hui toutes les relations internationales, spécialement en ce qui concerne les matières premières végétales. Les décisions politiques imprévisibles, c'est la Chine qui n'achète pas de soja ou qui refuse du canola australien, j'en passe et d'autres, des taxes sur les voitures électriques, on réplique avec des mesures à caractère économique agricole. Donc on est face à une volatilité qui est quand même relativement importante sur certains produits. Et il est clair aujourd'hui qu'il est très difficile de sortir et d'avoir des tendances de fond. C'est pour ça que j'ai, dans mon exposé par ailleurs, je vous expose un petit peu les fondamentaux sur lesquels je reviens toujours et qui est ce qu'on appelle l'analyse fondamentale. Donc, c'est très difficile de déterminer les tendances à long terme. Donc aujourd'hui, je vais vous dire ce qui va se passer, en tout cas d'ici la fin de la campagne, qui est très mal embarquée. Vous le constatez vous-même dans les prix culture et dans les prix matifs que l'on voit tous les jours. Donc il y a la guerre en mer Noire, évidemment. Récemment, effectivement, ça a modifié certains échanges puisque Vladimir Poutine a réussi quand même à entraver fortement la circulation des céréales en provenance de l'Ukraine, entre autres, puisque c'est son but. Donc on a eu en cours d'exercice des difficultés, par exemple, à l'export du maïs en provenance d'Ukraine, ce qui fait que le maïs indigène européen était plus demandé que d'habitude. Vous avez évidemment les autres conflits sur la planète. On parle ce week-end que les Américains vont sans doute intervenir militairement en Iran. Tout ça joue entre les échanges de pays et c'est très délicat. On est dans un monde qui est totalement chamboulé et à mon avis, c'est pas terminé. La dia suivante. Donc, quand même, pour rappeler les fondamentaux, et en fait, on assiste avec les différentes réformes de la PAC, et particulièrement, donc, on remonte en arrière, on remonte à la première réforme de 2003, et ensuite, on a enclenché sur celle de 2007. En fait, il faut bien vous rendre compte, et c'est parfois difficile à percevoir pour un producteur belge, que en fait, on a assisté carrément à une financiarisation des marchés à travers, évidemment, le marché à terme de Paris, le marché de Chicago que l'on suit également, enfin pour ma part en tout cas. Mais il est clair que aujourd'hui, on n'a plus de filet de protection pour les plus anciens d'entre nous. On a connu les systèmes d'intervention qui existaient en Europe dans différents produits et entre autres dans le domaine céréalier, ce qui permettait d'avoir un filet vers le bas quand on avait des difficultés au niveau du marché. Ça n'existe plus. Donc, à part les grains, quand on sort du cercle des grains, j'aime bien cette image que je vous projette pour le moment, c'est que vous avez derrière les orges, les blés, les colzas, vous avez les matières premières agricoles qui en découlent. Ensuite, vous avez les matières premières en tant que telles. Donc, j'ai parlé de l'influence du gaz, le marché du pétrole qui aura un impact direct sur le marché des huiles, entre autres la trituration de colza, puisque une grosse part de nos colzas européens part en biocarburant. Je ne parle pas de métaux précieux, mais derrière ça, derrière la matière première, vous avez les marchés financiers. Donc vous avez en fait trois cercles concentriques qui, en fin de parcours, influencent directement ou indirectement nos marchés céréaliers qui sont en fait aujourd'hui connectés pratiquement en temps réel au marché mondial. Alors vous allez me dire, au marché mondial, la petite Belgique, etc. Eh ben non. Et les marchés financiers, ils sont apparus avec l'arrivée du marché à terme européen qui s'est développé, je dirais, à partir des années 2007-2008. Et aujourd'hui, on a vu apparaître sur ces marchés financiers ce qu'on appelle les fonds d'investissement, les fonds de pension, des gens qui sont malheureusement pas des acteurs comme la SCAM, comme la coopérative, c'est-à-dire qui détiennent, l'occurrence la coopérative détient physiquement la marchandise
par rapport à des lots papier, mais ces gens viennent spéculer sur des produits. Donc plus il y aura de volatilité et d'incertitude, comme on la connaît avec le début de la présidence de M. Trump, plus ces gens vont venir s'intéresser et amplifier des phénomènes de hausse ou des baisses sur des marchés, ce qui rend parfois la lecture de ce marché difficile pour des non-initiés, puisqu'on voit des amplitudes de hausse et des baisses qui sont totalement anormales et qui sont en fait non pas le fait de coopératives comme les nôtres ou d'opérateurs qui se servent du marché à terme uniquement pour des couvertures entre le physique et les livraisons futures, mais sont des gens qui spéculent à la hausse ou à la baisse. Et là, c'est sûr que ça a faussé grandement les choses. Le dernier point sur lequel j'insiste et qui joue beaucoup cette année, depuis le début des gesticulations de M. Trump dans tous les sens, c'est la parité euro-dollar. On a souvent tendance à l'oublier. Il faut savoir qu'au niveau international, tous les gros, ce qu'on appelle les tenders, donc les appels d'offres, sont libellés malheureusement pour nous en dollars, et que la parité, c'est-à-dire la valeur équivalente entre le dollar et l'euro, va évidemment pénaliser ou favoriser une origine ou une autre. Et vous voyez clairement sur le graphique qui est arrêté ici à septembre 2025, c'est pas si loin, et ça a continué de toute manière, c'est tout à fait corrélé. Vous voyez que la parité euro-dollar influence énormément le marché à terme. Pourquoi? Aujourd'hui, ce matin, vous avez une parité que je suis tout le temps, que j'ai devant mes yeux, devant mes écrans. Vous avez une parité à 1,18, 1,19. Quand vous devez convertir vos prix en euros, en dollars pour faire des appels d'offres sur des acheteurs, des importateurs qu'on va voir tout à l'heure, comme Afrique du Nord principalement, je peux citer l'Algérie, le Maroc ou autres, ces appels d'offres sont libellés en dollars, ce qui signifie que si vous avez une parité euro à 1,18, vos appels d'offres sont défavorisés en euros pour les transformer en dollars à l'international et vous avez difficile de vendre et vous laissez la place à d'autres acteurs qui vont être moins chers que vous avec une monnaie dollar qui est faible. C'est pas l'euro qui est fort évidemment avec l'économie européenne, c'est plutôt un affaiblissement du dollar qui est voulu par Trump, par l'équipe dirigeante aujourd'hui aux États-Unis, en espérant qu'avec un dollar faible, ils vont favoriser leurs exportations. Donc depuis de nombreuses semaines, en fait, suite à cette parité, on voit un marché qui reste stagnant, qui oscille sur le matif, sur les échéances les plus proches, entre 185 et 190, 195 euros la tonne pour l'échéance mars, qui est la plus proche, qui va être clôturée bientôt. Et on voit qu'en fait, chaque fois qu'on veut sortir de ce range-là, eh bien, c'est lié à la compétitivité à l'export essentiellement des blés français, qui doivent chercher un débouché, et pour qu'ils restent compétitifs, eh bien, il faut qu'ils restent dans un range relativement bas, sinon ils ne sont pas compétitifs par rapport à d'autres origines. On va peut-être passer sur la carte. Vous voyez la production mondiale, j'ai repris ici un diagramme qui fait partie des données de Sigmaterm. Sigmaterm, c'est un groupement français dont j'ai la chance de faire partie au nom de la SCAM. Donc vous voyez que, en fait, vous avez principalement au niveau des productions, je m'excuse pour le bruit, mais ce n'était pas prévu du tout, hémisphère nord, hémisphère sud. Donc vous avez une production mondiale qui est importante avec l'hémisphère nord, Canada, États-Unis évidemment, la Russie qui est devenue un acteur très très important comme vous le savez tous, hein, ça aussi, ça a été une évolution des 10 dernières années, c'est-à-dire qu'on a l'épicentre du marché des blés qui s'est déplacé en fait de l'ouest de l'Europe vers l'est, avec les pays de la mer Noire qui sont les 3 pays producteurs importants. La Russie, bien évidemment, qui monte en puissance, qui vient tâter les productions de 85 à 90 millions de tonnes et qui a comme but de produire 100 millions de tonnes de blé dans les années à venir. L'Ukraine, on connaît les problèmes depuis 2022, on a vu ça dans les chiffres de la comptabilité tout à l'heure. 2022 était vraiment une année atypique avec ce conflit ukrainien. Et le troisième pays dont on parle moins, c'est le Kazakhstan, qui se trouve aussi, qui est un gros producteur sur la mer Noire, mais dont la destination essentielle est la Chine et l'Asie. Ça, c'est l'hémisphère nord. En ce qui concerne l'hémisphère sud, vous avez des pays dont on parle souvent aussi, qui sont les pays émergents,
ou quasi émergents, principalement l'Argentine, qui cette année a fait un score très très important en blé, puisqu'on passe de 18 millions de tonnes pratiquement à 27. L'Australie, donc l'Australie, selon les années, qui se trouve dans une zone au niveau météo qui peut être très mauvaise au niveau climat, peut avoir une sécheresse ou des bonnes conditions. Cette année, malheureusement pour nous, ce sont des bonnes conditions. Donc vous voyez que on a quand même une production mondiale qui, aujourd'hui, partout, aussi bien hémisphère nord qu'hémisphère sud, est très très bonne. Et ça n'arrange pas nos bidons, évidemment, dans le sens où, généralement, pour nous, Européens, après nos moissons hémisphère nord, généralement, on attend novembre-décembre l'arrivée des résultats de l'hémisphère sud, et souvent, il y a des problèmes dans ces régions-là, que ce soit en Amérique latine ou en Australie. Malheureusement pour nous, cette année, aussi bien l'hémisphère nord que l'hémisphère sud, tout est bon. Suivant, qu'est-ce que j'ai mis en suivant? Il y a suivante. Oui, ça c'est un point sur lequel moi je regarde évidemment l'évolution semaine après semaine et mois après mois. C'est évidemment les stocks des principaux exportateurs. Quand vous avez des stocks euh, chez les plus gros exportateurs qui sont prévus en fin de campagne relativement élevés, c'est comme si vous aviez une machine à pression pour cuire sur votre fourneau et que en fait la pression, il n'y en a pas. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de volatilité. Et vous voyez ici que les stocks des plus gros exportateurs sont au plus haut pratiquement depuis 10 à 15 ans. Je rappelle pour mémoire les gros exportateurs mondiaux parce que souvent on les oublie. L'Argentine, j'ai dit effectivement très bon rendement cette année. L'Australie, le Canada bien évidemment, les US, la Russie, l'Ukraine, le Kazakhstan dont je vous ai parlé tout à l'heure et l'Union européenne avec le Royaume-Uni. Donc, vous voyez à travers un schéma comme celui-ci, un diagramme comme celui-ci, qu'en fait, à partir du moment où vous avez un stock chez les plus gros exportateurs, les plus gros, qui est relativement élevé, vous savez déjà que vous allez avoir un marché relativement plat et relativement calme. Regardez, si on revient en arrière, les années 2019-2020, ou même si on remonte à 2013-2014, vous voyez aisément que vous avez des stocks qui sont beaucoup plus bas qu'actuellement. Malheureusement pour nous, ça va compliquer la situation pour la fin de cette campagne aussi, et ça n'annonce rien de bon pour la campagne suivante. Voilà, je pense que en conclusion, en tout cas pour les blés, j'espère ne pas aller trop vite. Donc, pour le moment, on a effectivement une compétitivité des blés français, parce que pour rappel, c'est essentiellement l'export des blés français qui est important pour nous, Belges. Jusque le mois de mars, c'est plutôt satisfaisant. Il est clair qu'il y a des retards de chargement, mer Noire, Allemagne, et que la nouvelle campagne ne se présente pas bien. Pourquoi? Parce que vous avez des stocks mondiaux ancienne campagne qui vont être là. Vous avez pour le moment des conditions de culture sur le territoire américain, malgré les épisodes neigeux qui sont bons. La végétation et la production en mer Noire et en France, c'est correct. Les dernières nouvelles des 15 derniers jours, malheureusement pour nous, c'est l'Inde qui revient au marché d'export avec pratiquement 2,5 millions de tonnes de blé sur le marché international. Ça ne va pas arranger les choses non plus, alors que ça fait de nombreuses années que l'Inde n'était pas exportatrice nette de blé. Pour rappel, un pays comme l'Inde, on l'oublie souvent, est un pays qui peut atteindre entre 110 et 120 millions de production de blé. La récolte sera sans doute abondante au Maroc puisqu'ils ont des pluies. Il y a eu des inondations assez importantes et le Maroc est aujourd'hui la première destination d'export pour la France et ça a sauvé la France en début de campagne. Et il est clair qu'à partir de ce moment-là, tous les voyants sont au vert autour de nous et ça n'augure pas quelque chose de fantastique en ce qui concerne l'évolution des prix du blé. Je pense que ensuite, oui, la conclusion, oui, la volatilité, j'en ai parlé. Attendez, revenez 30 secondes en arrière, c'est pas grave. Disponibilité des exportateurs, évidemment, pour le moment, l'Ukraine est un peu en retard, ainsi que la mer Noire liée au fait de l'hiver. Il faut savoir que si la Russie progresse autant en volume produit en blé, c'est parce qu'aujourd'hui, avec le changement climatique,
les Russes cultivent au nord de la Volga, donc avec une augmentation de 1,5 degré ou 2 degrés, ils arrivent à mettre en culture des terres qui auparavant étaient en friche. Mais quand vous cultivez au nord de la Volga, si vous regardez un continent comme la Russie, parce que c'est un continent, les distances sont relativement importantes pour ramener ces marchandises sur des ports de chargement sur la mer Noire et pour les exporter à destination essentiellement du bassin méditerranéen. Donc pour le moment, avec l'hiver, la logistique est un peu plus compliquée, mais les marchandises sont là, les stocks sont là et ils vont arriver. Donc, en conclusion, en ce qui concerne les blés, malheureusement, j'aurais souhaité vous annoncer des nouvelles plus positives, mais les fondamentaux restent très très lourds. Et je répète, pour moi, l'analyse fondamentale, c'est la base de tout. Dernier point important dont on a peu parlé, c'est l'absence de la Chine. Il faut savoir que souvent, depuis la disparition de l'Algérie pour la France, pour raisons diplomatiques, la Chine a sauvé l'Europe de l'Ouest au niveau exportation certaines années, aussi bien en orge qu'en blé. Et la Chine est absente du marché depuis le début de la campagne, c'est-à-dire depuis juillet-août de la moisson. Donc, la Chine, c'est quand même un gros client. Pour mémoire, la Chine, c'est comme l'Inde. La Chine, c'est 110 à 50 à 115 millions de tonnes de blé en production et ils sont absents. Donc, c'est au niveau exportation, ça fait un gros trou à combler. Rapidement, je vais passer sur l'orge parce que c'est quand même moins important que le froment, mais c'est important quand même puisque on a une situation atypique cette année avec des prix d'orge fourragère. Je ne vais pas m'attarder ici sur l'orge brassicole, mais avec des prix d'orge fourragère qui sont fermes à très fermes et qui sont même plus chers que le blé. L'offre est importante, d'accord, mais on a une demande qui est importante aussi en face. Si vous avez la dia suivante, je crois que je l'ai mis. Donc vous avez une demande mondiale qui est quand même record en orge, ce qui explique en fait ce qu'on ressent sur le marché belge aussi. Hein, et les cotations, vous les voyez, et les cotations internationales sont là pour le montrer aussi. C'est que vous avez une demande très forte. Une demande très forte, ben, c'est toujours l'offre et la demande, ce qui fait que ça tend beaucoup plus fort le marché de l'orge. Donc vous avez des demandes, ben, évidemment, sur la Chine. Vous voyez que en fait, la demande pour 2025-2026 en prévisionnel, elle est autour de 33 millions de tonnes par rapport à une demande l'année passée, cette année-ci, de 28,5, 28. Donc vous voyez qu'en orge, les choses s'annoncent quand même beaucoup mieux. Voilà. Donc, qu'est-ce que je mettais? Oui, donc en orge, on a vu arriver des appels d'offres très importants. Hein, Turquie, Algérie, Tunisie, c'était pas prévu du tout. Donc, vous avez une prime en orge sur les ports atlantiques français comme Rouen ou Dunkerque qui est relativement importante. Donc, ça va rester relativement dynamique en escourgeon en orge d'hiver pour cette fin de campagne-ci et le début de la nouvelle, tout en sachant que on entend déjà des rumeurs pardon, au niveau du marché, comme quoi la Chine se positionnerait déjà à l'achat pour dès la moisson, donc à partir du mois de juillet ou 2026. Voilà. Je termine avec l'exemple de canola et la boucle est bouclée par rapport à l'introduction dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'influence géopolitique sur un marché. Et on l'a vu récemment ici les dernières semaines concernant essentiellement le marché du canola et du colza, puisque vous savez que le canola, c'est en fait le colza de printemps qui est produit principalement par des pays comme le Canada et l'Australie. La plupart de ces canolas sont des canolas OGM, ce qui pose problème évidemment pour des imports européens pour ensuite valoriser le tourteau qui est issu de la trituration après l'huile. Et oui, par exemple, j'ai pris l'exemple du canola. Pourquoi? Parce que le canola, ben, il est lié aussi au marché du soja. Je n'en parle pas aujourd'hui, j'ai pas voulu parler du soja parce que ça nous concerne moins. Mais en fait, jusque récemment, la Chine n'achetait plus 1 gramme de canola au départ du Canada, puisque les Canadiens avaient décidé d'imposer 100% de taxes de droits de douane sur les voitures chinoises électriques.
Et puis, les discussions se sont remises en cours. Il y a eu des plaintes de la Chine au niveau de l'Organisation mondiale du commerce. Et puis, ils se sont mis à table entre le Premier ministre canadien et la Chine. Les Canadiens ont mis un peu d'eau dans leur vin en disant on va diminuer nos droits de douane sur les voitures électriques. Et en contrepartie, rachetez-nous un peu de canola canadien, puisque cette année, on a quand même une production relativement bonne et importante sur le territoire canadien. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, en une après-midi, vous avez le marché de Winnipeg, qui est la place, le marché à terme de cotation importante pour le canola, qui monte en flèche. Indirectement, vous avez le marché colza, le matif colza qui suit en Europe. Et on est parti simplement suite à une décision géopolitique entre deux grands acteurs. On peut continuer. Donc, vous voyez que non, vous êtes trop vite, excusez-moi, Madame de Smet. Donc, vous avez une demande revue en hausse. Vous voyez les principaux pays. La Chine, évidemment, à travers. C'est aussi bien le colza canola, la carte que je vous montre ici. Donc, vous voyez que, en fait, en 2025-2026, on va arriver à 17-18 millions de demandes contre 19 millions de tonnes sur la campagne en cours. On voit pour le moment sur le colza que ça se maintient au niveau du marché à terme et des prix culture chez nous, pour la simple et bonne raison que ici, en fin de campagne, il va nous manquer du colza pour la trituration, principalement la trituration allemande, puisque je n'ai pas eu le temps de le développer, mais le Parlement allemand a abrogé le système de 1 pour 2 au niveau des biocarburants, l'intégration des biocarburants sur leur territoire. Donc, ils ont besoin de colza. Et en fait, l'effet de l'accord Chine-Canada sur le canola va seulement porter ses effets ici pour le début de la nouvelle campagne en colza chez nous. Voilà. Les gros exportateurs, vous voyez que le niveau reste toujours confortable. Donc, on n'oublie pas l'Ukraine, qui est un gros exportateur, l'Australie évidemment, avec le canola, mais l'Australie aujourd'hui a exporté déjà pas mal sur la Chine, le Canada qui reste un acteur essentiel, et l'Union européenne, qui est aussi très très important. Voilà, je pense que j'en ai fini. Donc, reprise des flux entre le Canada et la Chine. Ce ne sera pas suffisant pour tendre le bilan, ce que je viens de dire en ancienne campagne. L'effet sera sur la nouvelle campagne. Les fonds, je ne vais pas rentrer dans les détails d'un short covering, je vais vous expliquer ça une autre fois. À Winnipeg, pour le moment, ils sont sortis de leur short covering, donc ils sont couverts, ils sont square. Et ça va maintenir des prix physiques intéressants pour la fin de cette campagne-ci et pour la nouvelle campagne en colza. Voilà, je pense que j'ai brossé tout. En résumé, donc quoi? En fondamentaux très lourds, difficulté de la parité euro-dollar qui influence directement nos marchés, un marché à terme relativement plat, des possibilités d'export au niveau de l'Europe de l'Ouest délicates, un retard des grands exportateurs, un report important au 30 juin, ce qui n'augure rien de bon à partir de, je dirais, on est presque fin février, à partir de la mi-mars, donc la fin de campagne avril, mai, juin va être relativement lourde, puisque tout le monde va arriver avec des volumes relativement conséquents, essentiellement la France, mais aussi Ukraine et Russie. En orge, les voyants sont un peu moins mauvais qu'en blé, avec une tendance à l'exportation et une valorisation qui est beaucoup plus importante, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus aisée, et avec une nouvelle campagne qui s'annonce sans doute plus positive aussi, avec sans doute le retour de la Chine aux achats. Et le colza, je viens d'en parler, qui s'annonce quand même relativement ferme. Je rappelle quand même qu'on a connu des prix culture ou des prix en colza qui étaient beaucoup plus bas, qui étaient parfois de 150 ou 200 euros, beaucoup plus bas que ce qu'on a aujourd'hui. On a un Matif colza Mars qui est à 490, 487, enfin qui est aussi entre 485 et 495 pour le moment. On peut très bien se retrouver avec un colza au-delà de 500 euros sur le marché à terme. Donc voilà, en conclusion, je vous remercie pour votre attention
et je suis là pour répondre à des questions éventuelles sur tous ces flux et ce commerce mondial qui n'est pas toujours facile à appréhender. Voilà. Ben, merci beaucoup, Monsieur Ward. On va passer aux questions-réponses. Il y a une première question de Marie par rapport c'est pour Olivier. Tu as parlé qu'il pouvait avoir les données gratuitement. Et quand tu dis on, ben, c'est peut-être préciser un petit peu le fonctionnement des comptabilités de gestion offertes par Oui, votre direction. oui. Donc, pour le calcul des coûts de production, en fait, n'importe quelle comptabilité de gestion peut convenir. Simplement, chez nous, ben, c'est gratuit parce qu'on est financé indirectement par l'Europe à qui on vend finalement les données de manière anonyme, je vous rassure. Mais donc, on peut effectuer ce calcul au départ de nos données. Et donc, il n'y a pas de coût. Il y a Marina qui demande si vous avez une rubrique par rapport aux analyses de la production biologique Oui, oui. en grande culture. En fait, au niveau des données de culture en mode production biologique, on a relativement peu de données. Pour donner un ordre de grandeur pour les fromages que j'ai présentés, bon, on a plus de 250-300 données chaque année. On n'en a que quelques dizaines en mode de production biologique. Donc, on ne publie pas ces données-là parce qu'on estime qu'elles ne sont pas assez fiables. Maintenant, dans le cadre d'analyse, de recherche, on transfère parfois des données pour parfois avoir une estimation. J'ai fait un exposé il n'y a pas si longtemps que ça des producteurs bio, avec le problème aussi en bio, c'est que parfois les filières de valorisation sont parfois encore plus variées que dans le conventionnel et avec des prix qui sont encore parfois bien plus différents, sans parler des rendements. Oui, on va peut-être poser une question à M. Ward. Est-ce que vous auriez un conseil pour les agriculteurs à leur niveau, comment ils pourraient un petit peu comprendre ces différents marchés, ces différents flux? C'est compliqué. Disons que j'ai trouvé l'exposé précédent très, très, très intéressant par rapport à la situation qu'on connaît, puisque aujourd'hui, il faut constater qu'on a des prix culture physique qui sont largement en dessous du prix de revient. Ce que je donnerais comme conseil essentiel dans les moments qu'on traverse et qu'on va encore traverser, c'est de bien maîtriser son prix de revient et que quand on a atteint ce prix de revient, que ce soit sous forme d'un système marché à terme ou d'un système physique, eh bien qu'on sécurise une partie de ses revenus. On a trop tendance chez nous en Wallonie, en tout cas, à travers une cotation journalière, à toujours croire qu'on va vendre au plus haut. C'est ce que j'appelle un peu, dans mon jargon, si je peux me permettre, la moyenne du couillon. Mais on se rend compte qu'en fait, il faut surtout maîtriser son prix de revient, et j'ai apprécié beaucoup l'exercice précédent à ce sujet-là, et se dire que les arcs ne vont pas au ciel. On est dans une telle situation d'imprévisibilité que je trouve que pour gérer un bon père de famille, il vaut mieux engager à un moment donné. Quand on voit l'évolution depuis la moisson, on a perdu pratiquement 25 à 30 euros la tonne, hein, pour différentes raisons. Aujourd'hui, on est quand même relativement bas et je crains sincèrement que la fin de campagne va être encore avec une tendance baissière, mais je m'avance là à mon titre personnel d'analyste. Donc, le message que je donnerais, le conseil que je donnerais, c'est regardez vos prix de revient, combien je gagne, combien je perds, est-ce que je peux faire face à mes charges et payer tout ce que j'ai à payer? Alors j'engage, s'il vous plaît, j'engage 25-30% de ma collecte. Apprenez à lisser vos risques, surtout maintenant, encore qu'avant, puisque j'ai malheureusement maintenant pratiquement 35 ans de métier, donc j'ai connu différentes configurations. Des comme celle-ci, j'en ai rarement connu, donc il faut s'adapter. Mais je trouve que si j'avais un conseil à donner, c'est vraiment lisser les risques et essayer de confronter à certains moments son prix de revient au prix qu'on vous propose à travers vos négociants stockeurs ou vos départs fermes. Voilà. Il faut savoir aussi que la situation industrielle de nos acheteurs n'est pas très florissante.
On le voit par exemple en malterie, avec une crise sans précédent, avec des fermetures d'usines. En amidonnerie, qui est un débouché important pour la Belgique aussi, où on voit bien que ça ne tire pas, parce que l'amidon qui est produit chez nous, vous le retrouvez dans toute l'industrie, en fait, dans l'isolation des maisons, dans des panneaux de voitures, etc. Donc, quand tout ça ne va pas, l'industrie ne tire pas. Donc, je trouve que par rapport à tout ça, il faut rester vraiment très, très prudent et bien maîtriser ses prix de revient, bien faire sa comptabilité analytique et pouvoir prendre la décision au bon moment. Ce n'est pas du tout simple. Et conseiller aujourd'hui les gens en disant ça va monter, ça va baisser, ça n'a pas de sens parce que, oui, évidemment, moi, avec mon analyse technique et mon analyse de marché, je peux vous dire à 48 ou 72 heures ce que ça va faire, mais je ne sais pas vous dire après ce week-end-ci où va se trouver le pétrole, ce que Trump va avoir comme impact sur l'Iran, le détroit d'Ormuz. Vous avez par exemple, je prends un exemple tout bête, l'Argentine, vous avez vu qu'ils avaient quand même une production record cette année. Donc vous avez des blés qui arrivaient, enfin qui arrivent pour le moment d'Argentine, qui ont fait pratiquement un tour du monde, qui sont déchargés au Maroc, qui sont moins chers en dollars que le blé européen. Mais depuis 3 semaines, un mois, avec le problème du tirant d'eau, des tirants d'eau sur les ports de chargement argentin, le fret maritime pour venir d'Argentine jusqu'en Europe a pris 25-30% d'augmentation, donc ils sont moins compétitifs. Donc tout ça, c'est de l'imprévisibilité. Je ne sais pas dire aujourd'hui ce qui va se passer demain. Et il y a tellement de choses extérieures aujourd'hui qui peuvent influencer notre marché que je reviens aux fondamentaux auxquels je crois depuis 25 ans, c'est mon prix de revient, mes coûts. Je suis à mes coûts, je suis un peu au-dessus, j'ai gagné un peu ou pas assez ou beaucoup, j'engage. Je n'attends pas la fin, c'est trop tard. Merci pour votre analyse. Il y a encore juste Je parle de trop. une petite question. Bon, on a déjà un peu dépassé l'heure, donc on va tout doucement conclure, mais juste peut-être en quelques mots, est-ce que vous avez, parce qu'il y a une question pour les prévisions en marché de pommes de terre. Non, ce que je sais en pomme de terre, c'est que ce que j'entends par ailleurs, parce que je ne suis pas du tout dans la pomme de terre, j'ai déjà assez avec toutes les spéculations végétales que j'ai à gérer pour la coopérative, mais non, en pomme de terre, à part le fait que en fait, je crains que ce soit quelque chose qui se représente, puisqu'en pomme de terre, on voit apparaître d'abord, ça a démarré avec les taxes douanières de Trump sur les exportations belges de surgelés. Il y avait pratiquement 150 000 tonnes quand même de produits surgelés qui partaient aux États-Unis au départ de la Belgique. Et puis ensuite, on s'est aperçu que l'Asie et la Chine commençaient à produire des pommes de terre qu'ils avaient appris à les faire. Donc, on a certainement des usines de production ici en Belgique qui vont tout faire pour prendre le moins possible. Et on entend des diminutions de contrats ou de volumes contractés qui peuvent aller jusqu'à 20-25% pour certains opérateurs, quoi. Ce qui n'est pas une très bonne chose pour la saison qui vient. Tout ce que je peux dire en pommes de terre. Merci beaucoup. Je pense que je vais repartager mon écran. On va tout doucement alors terminer vu l'heure. Donc, c'était pour... on vous rappelle que la présentation, elle est enregistrée et les présentations de nos orateurs seront mises en PDF sur le portail Wallakis, qui est le portail développé par le SPOE et le réseau Alonpac pour le transfert de connaissances et d'innovation. Donc, vous pouvez aller déjà revoir aussi toutes les présentations des précédents agri-webinaires. Et donc, au programme, donc, on vous donne rendez-vous dans 15 jours, jeudi le 5 mars, et on fera le même exercice, mais plutôt ici sur l'élevage. Voilà, un tout grand merci à tous pour votre participation. On remercie encore chaleureusement Olivier et Jean pour leur présentation. Et donc, une belle après-midi à tous. Merci.